Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 23 décembre 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je m'adresse directement à mon ami François Bon. J'ai pris note, François, des recommandations que tu me fais en messagerie privée sur ma page Facebook. Je vais changer de webcam. Alors, le son un peu cacane, n'est-ce pas, qu'on entend, il va être corrigé dans les prochains jours. Et également, j'ai pris note de tous les conseils que tu me donnes pour récupérer quelques-uns de mes abonnés perdus par des manœuvres un peu absurdes de ma part, étant tellement maladroit avec les appareils technologiques. Mais cependant, tu m'as consacré le deuxième, un texte sur ton blog, le tiers-livre, l'impréparation à l'écriture, où tu dis qu'au fond, on a des positions un peu différentes. Mais là-dessus, je voudrais te confier, François, je te tutoie, je pense qu'on est rendu là, on peut se tutoyer, nous les fils de mai 68, tout le monde est héritier de mai 68, mais tout le monde s'en défend. Je me demande bien pourquoi, comme si on était autrement que le fils de notre époque, l'enfant de notre siècle, disait l'autre. On est toujours les enfants et les fils de notre époque. Alors, cette question-là d'héritage de mai 68 m'apparaît absurde, surtout qu'il y avait des éléments extraordinaires dans mai 68. Nous en sommes des héritiers assumés. Alors donc, je dois te dire, j'ai lu une fois le texte que tu m'as consacré, l'impréparation à l'écriture. J'ai été bouleversé, j'ai été ému. Et toutes les fois qu'on parle de moi, je sens toujours qu'on parle d'un étranger, de quelqu'un qui n'est pas moi. Ce sentiment-là d'étrangeté tient à des raisons psychanalytiques, à des raisons socio-historiques, à des raisons politiques aussi. La question du Québec, la question de l'identité du Québec est au cœur de ma réflexion ontologique depuis toujours. La question d'être annexé, d'être entravé dans sa personnalité. J'ai jamais su me séparer du collectif. Le collectif, j'en fais partie. Et donc, j'étais hyper ému. Je l'ai lu une fois à toute vitesse. Je vais prendre le temps de répondre plus amplement avec de meilleurs outils. Car il y a une chose qui est claire, nous appartenons au même clan. Nous utilisons les mêmes outils pour défendre une certaine vision de la vie qui est sous-jacente à notre projet éditorial, à notre projet d'écriture même. Et également, nous partageons, au fond, la même vision de l'écriture. Hier, j'ai écouté la vidéo que tu as consacrée à Pierre Bergougneau. Et j'ai beaucoup aimé voir ton corps en mouvement. Et je me disais, ça aurait été assez incroyable d'avoir des vidéos de Montaigne. On aurait vu Montaigne dans son fauteuil en train de nous expliquer l'une ou l'autre des citations latines ou grecques ornant le plafond de sa librairie. Et ça aurait été merveilleux d'entendre le grain de sa voix, de voir le mouvement de son corps. Ce que tu nous as offert l'autre fois. Et je te sens quand même fatigué. Tu travailles sans arrêt. Je le sais que tu travailles sans arrêt. Et t'es sans arrêt dans la culture du don. Tu donnes beaucoup, tu reçois beaucoup. Et tu reçois à la mesure que tu donnes, je pense. Et tu m'as donné le goût de lire aussi. Tu vois, tu m'as donné le goût de lire Marcel Mauss, qui est dans l'air du temps pour toutes sortes de raisons. Des raisons de nécessité, des raisons d'urgence. Et tu m'as donné le goût de lire Gilbert Simondon. Je dois ici avouer que j'ai plus ou moins les quelques pages que j'ai lues, j'ai eu de la difficulté à les comprendre. Tandis que Marcel Mauss, ses écrits politiques, semble-t-il, ne sont pas encore publiés, en tout cas, peut-être que là je me trompe ici. Et voilà, et ça m'a donné le goût de le lire aussi. Dans ton texte, tu évoques Joubert, tu évoques Madame de Sévigné, que tu m'as donné le goût de lire. Tu as entendu la petite vidéo que nous avons commise, mon ami Fred Harding. Fred Harding qui a tout juste 20 ans et qui lit Chardonne, qui lit Nimier, qui lit Monterland, qui a fini par se lasser de la lecture de Monterland, le machisme de Monterland. Je pense qu'il ne peut pas être entendu par un jeune homme de 20 ans, tout à fait sensible au demeurant. Alors, il y a tant à dire sur ton travail. D'ailleurs, j'invite
les auditeurs qui écoutent ma vidéo à vous abonner à la chaîne de François Bon. Je vous invite également à aller visiter son blog, Le Tiers Livre, qui nous fait part de ses découvertes. Moi, j'ai découvert Gardner, qu'on n'arrive pas à trouver d'ailleurs. J'ai découvert aussi cet auteur-là qui a écrit Théorie, l'américain, que je trouve extraordinaire, là, qui se présente sous une forme de ramette là, de 500 pages. Là. J'ai trouvé ça inouï, et ça me rejoint tout à fait dans cette espèce d'abondance qui est la mienne. Alors, tout ça pour te dire, François, je vais te répondre plus amplement. Je voulais juste te raconter et raconter aux quelques personnes qui écoutent ceci qu'il m'arrive souvent d'entendre des histoires de lecteurs. Hier, j'en ai entendu une assez extraordinaire. Attends, je voudrais te faire part. Celle d'un jeune homme haïtien installé au Québec depuis 8 ans et qui vient d'un village pauvre d'Haïti où il n'y avait pas d'électricité. Détail qui a son importance, tu vas voir. Et là, il débarque au Québec il y a 8 ans et il n'est pas un lecteur. Il n'a jamais ouvert un livre de sa vie. Des revues, ici et là. La Bible, parce que ses parents s'étaient convertis à cette branche du protestantisme qu'est les témoins de Jéhovah. Que sont les témoins de Jéhovah. Et donc, des lectures bibliques. Des lectures bibliques, point. Et là, tout à coup, au Québec, il s'est mis à lire. Il s'est pris d'une frénésie de lecture. Et là, à vue d'œil, je dirais, c'est difficile de savoir aux gens, parce qu'on vieillit de moins en moins vite. Hein. Et c'est difficile de savoir quel âge il a aujourd'hui. Je dirais peut-être la petite trentaine, tout au plus. Alors, depuis 5-6 ans, il lit sans arrêt. Il achète des livres sans arrêt. Et il me confiait que c'est devenu une drogue, et même certains des livres qu'il achète. Il a acheté hier, il s'est porté à acquéreur de l'offre complète aux éditions du Seuil, de Balzac, une bonne édition. Et puis, qui était obligé de les rentrer chez lui en cachette, parce que sa femme ne comprenait pas cette espèce de folie, cette espèce de frénésie, et il me confiait, bon, outre le fait qu'il était devenu un lecteur, il a tout lu Marx. Parce qu'en Haïti, on lui a dit que Marx était un mauvais penseur, parce qu'il était un plagiaire. Alors, voulant vérifier si Marx était un plagiaire, alors il a lu toutes les sources de Marx pour s'assurer que Marx n'était pas un plagiaire. Alors, de Marx, il est allé à Hegel. Et là, aujourd'hui, il est complètement absorbé par sa lecture. Et cette expérience de la lecture, il l'a fait à un âge, somme toute quand même tôt, du début de la vingtaine. Et j'entends régulièrement ce genre de témoignages de jeunes hommes qui, tout à coup, se prennent d'une passion incroyable pour la lecture et qu'au fond, comment ça court-circuite ou ça circuite, pour employer ton terme, avec la réalité existentielle et tout ce qu'un être humain peut receler en propre, avec cette rencontre-là d'un livre qui fait de lui un lecteur, qui fait de lui un être autre, et il me disait que ça l'avait complètement changé, qu'il n'était plus le même par rapport à lui, qu'il n'était plus le même par rapport aux autres, et qu'il était sans arrêt dans une quête infinie de sens, et qu'il se disait qu'au terme de cette quête qui n'en finissait pas, il faudrait bien qu'il écrive, ou encore qu'il devienne professeur. Mais il ne se sentait pas encore tout à fait prêt. J'ai pu comprendre que son métier, il est dans le marketing. Il fait de la sollicitation téléphonique. Donc, il gagne un salaire assez bas. Et qu'il en profite la nuit parce qu'au Québec, on a de l'électricité. Là, on refait le lien avec l'absence d'électricité dans son village haïtien. Et que la nuit, c'était incroyable qu'on puisse vivre dans un monde où on peut lire la nuit. Alors voilà, et je voulais te faire part de cette histoire-là parce que, ah oui. Alors il me confiait sa désolation, cette impression qui était sienne, de voir que la lecture était entrée en déshérence, que plus personne ne lisait, qu'au fond, il assistait impuissant à un monde qui disparaissait. Eh bien, je lui dis que je n'étais pas d'accord avec lui, que les lecteurs fous, les lecteurs passionnés, ont toujours été rares. Et que ça n'a jamais été l'apanage du plus grand nombre que ça a donné à cette passion de l'écriture, de la lecture, de la réflexion. Et que au fil des siècles, au fil des millénaires même, eh bien, le nombre de lecteurs n'avait pas varié.
en pourcentage. Et que toujours, il y avait des jeunes hommes, des jeunes femmes qui se penchaient sur Platon. Qu'il y avait des jeunes hommes, des jeunes femmes qui, à 18 ans, découvraient Dostoïevski. Et que la transmission du flambeau, la transmission de la gnose, hein, une sorte de connaissance secrète, cachée, ultime, de cette quête-là infinie, eh bien, se poursuivait inlassablement, malgré les péripéties de l'histoire, malgré les bouleversements, malgré même les transformations technologiques dont nous sommes des artisans, toi en particulier, mais moi aussi, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, ça fait 4 ans que je parle de mes lectures, au début je les lisais simplement, je me disais un lecteur en mouvement. J'ai fini par devenir un peu plus hardi dans mes incursions, j'ai fini par dire ce que je pense. Au plan politique, bon, chacun connaît mes opinions. La situation est critique, mais c'est pas de ça dont je veux parler. La situation est critique d'ailleurs, c'est pour ça que nous, les héritiers de mai 68, on est encore là, prêts à faire du boulot. Hein. Je sais on se réclame au fond de Bernard Stiegler, on se réclame de Jean-Claude Michéa, de Simondon, que je connais mal, ou de Marcel Mauss, que j'apprends à découvrir. On sait que la situation est critique. On n'a pas le droit non plus de dire que c'est terminé, qu'il n'y a plus rien à faire. On n'a pas le droit, nous, les aînés, nous qui avons tant vécu, tant vaincu aussi, qui avons tant aimé, on n'a pas le droit de désespérer les jeunes générations. Et on n'a pas le droit non plus de leur offrir l'image d'adultes matures qui avons démissionné. Nous ne démissionnons pas. C'est une caractéristique que nous partageons, toi et moi, François. Et nous sommes beaucoup plus près que nous pouvons l'imaginer. Parce que, bon, je sais bien, moi, je vous ai raconté, bon, que mon père est un poète, un conteur, métis. Et j'ai jamais connu mon père. Je l'ai jamais connu. Je l'ai revu dernièrement, l'année dernière. Je l'ai présenté à mon amoureuse. Avec mon amoureuse. Juste voir d'où je viens. Et puis finalement, c'est moi qui vois d'où je viens. C'est un peu logique, n'est-ce pas? Et j'ai montré à l'écran, je remonte un des livres de mon père, Les Contes de la Lièvre, qui est un recueil de contes amérindiens et de coureurs des bois qu'il a recueilli. Alors lui aussi s'inscrit dans une grande tradition orale qu'il a toujours défendue. Et il a toujours voulu me laisser un héritage. C'est difficile, et c'est pour ça aussi que j'ai tant eu de difficultés avec l'écriture. Parce que pour moi, l'écriture, c'était un peu comme, d'une certaine manière, de défier mon père. Et en même temps, j'ai pour le livre, et c'est là où je suis un authentique métis, j'ai pour le livre une dévotion qui confine au sacré, je le confesse, et que le web, ma webcam, c'est un peu l'équivalent de ma carabine. Alors, je me promène avec ma Bible d'une main, ma carabine de l'autre, et je parcours les plaines en quête de reconnaissance. Alors, me mettre à écrire moi-même, c'était comme un peu jouer dans les parages de mon père, aller me promener sur les parages de mon père, mais en même temps, mon père nous a toujours laissé sous-entendre que, bon, il ne s'est pas occupé de nous sur un plan existentiel, mais qu'il avait quelque chose à nous passer, un héritage à nous passer. Et cet héritage-là, j'ai fini par y consentir. Alors, métis, je l'assume. Et métis aussi, j'assume mon attachement atavique à cette forme désuète, mais néanmoins sacrée à mes yeux, qui est le livre papier, tout en faisant des incursions dans cette nouvelle forme d'écriture. Et ici, je te rejoins tout à fait, que représente le numérique. Et tout ce que ça permet comme permutation et de contact et de relation avec les autres. Et on va avoir besoin beaucoup d'être liés les uns les autres dans les prochaines années, vu tout ce qui se passe. Et nous sommes des passeurs et nous devons transmettre quelque chose. Alors, je conclue en disant que j'avais dit à ce jeune homme haïtien que maintenant, il faisait partie d'une très longue tradition de lecteurs. Et qu'il s'inscrivait que, grâce à lui, des êtres humains continuent de veiller, continuent de réfléchir, continuent d'être des orants, continuent de fréquenter la poésie, les philosophes, et continuent d'être des vecteurs de sens dans un monde qui
je dirais pas qui se délite, mais dans un monde qui se complexifie et que nous devons continuer à passer des nuits de veille et que l'électricité, c'est bien commode la nuit pour lire Hegel. Hegel, voilà. Alors, je te remercie François, je vais répondre plus amplement, je l'ai lu une fois, l'émotion m'a envahi. Cette référence-là, Madame de Sivigny, à Joubert, à Paul Léoto, évidemment. Joubert, je le connais bien. Léoto. J'ai passé tout un été à lire Léoto. Et dans ce temps-là, je fumais du hashish. Alors, j'en fume plus depuis longtemps. Ça m'intéresse plus. Mais dans ce temps-là, donc, j'ai passé tout un été à fumer du hashish en lisant Léoto. J'étais entre deux job-in, parce que je n'ai jamais eu que des emplois précaires. Ma condition de libraire est toujours une condition de précarité. La précarité est au fond ma sécurité. Et je vois bien maintenant, ça fait longtemps que je suis ici, je conclue là. Je conclue vraiment. Ça fait 20 ans là, que je suis à ma librairie. Je vois mes clients qui, eux, prennent leur retraite. Ils n'ont pas l'air tout à fait contents de prendre leur retraite. Hein? Nous, on battra jamais en retraite. Allez! Je te remercie François, je vous remercie tous. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne-là le temps que je reconfigure le tout. Je vous invite également à me rendre visite à ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur. Et je vous invite à me faire part encore de vos histoires de lecteurs, comment vous êtes devenus des lecteurs, comment vous aussi vous vous êtes inscrits dans une longue lignée de veilleurs. On maintient les choses en l'état. Nous sommes des orants, nous les maintenons en l'état en attendant. Non pas le déluge, mais en attendant l'éclaircie. Allez, je vous remercie, je vous embrasse tous. À demain, peut-être. Je sais, je le promets souvent, mais c'est pas Picasso qui disait que les grands hommes ne tiennent jamais leurs promesses. Allez, bonne journée.